Salut, je suis Laurent Argelier. Bienvenue dans La Série. Dans ce podcast, je vous invite à partager un pur moment de plaisir avec une personnalité d'exception. Le concept de cette interview sans filtre est intime. Je te tutoie et tu me dis tout. De simples questions pour des réponses sans détour, directes et avant tout sincères. À présent, chers amis, partageons ensemble et intensément ce moment présent avec notre invité et bonne écoute à vous. Bienvenue Daniel Dugléry dans La Série Hors les murs au Cercle National des Armées à Paris. Pourriez-vous vous présenter brièvement? Alors, je suis donc Daniel Dugléry. J'ai servi une trentaine d'années en qualité de commissaire de police au ministère de l'Intérieur. Et les 2 derniers postes que j'ai occupés étaient relativement important puisque j'ai été directeur de la formation de la police nationale et ensuite directeur national de la sécurité publique. Juste après, j'ai été élu donc maire de Montluçon. J'ai occupé en gros une vingtaine d'années donc cette fonction avec celle de président de l'agglomération, celle de vice-président du conseil général et conseiller régional. Je dis cela parce que ça m'a permis effectivement d'avoir une vue assez importante sur les phénomènes de société d'aujourd'hui. Je les ai vécus du côté de la fonction publique en tant que policier et ensuite en tant que maire, et ce n'est pas tout à fait la même approche. Daniel Dugléry, ces dernières semaines, on a observé une augmentation des actes de violence extrêmes commis par des mineurs. Qu'est-ce que cela révèle sur notre société? Eh bien, cette alarmante aggravation de la violence des jeunes est un marqueur important des dysfonctionnements de notre société. Ça a un effet, je dirais, de loupe, s'agissant des jeunes, par rapport aux mutations de notre société, avec, je peux les citer rapidement, le problème notamment du délabrement de l'autorité dans tous les domaines. L'autorité parentale est malmenée, l'autorité des maîtres, des enseignants est malmenée, l'autorité du maire aujourd'hui, du maire MAIR est malmenée. Bref, aujourd'hui, nous vivons dans notre pays une vraie crise de l'autorité. Et ceci entraîne en même temps pour les jeunes une perte de repères. On ne leur donne plus les repères qui vont bien, et donc on a des jeunes aujourd'hui qui sont pour certains désocialisés. Ensuite, il y a les familles éclatées, et puis il y a l'émigration, le phénomène communautaire, et par-dessus tout ça, il y a le problème de la toxicomanie qui frappe très durement notamment les jeunes et les ados. Et l'alcool également. Et l'alcool également. Quelle est la meilleure façon de réinstaurer la discipline parmi les jeunes qui ont des comportements délinquants? Il y a un certain nombre de mesures qu'il faut prendre. On voit bien le catalogue qu'énonce aujourd'hui un certain nombre de politiques. C'est la responsabilisation des parents, et ça, c'est tout à fait vrai, la réplique, la réactivité de la société immédiate lorsque les jeunes commettent un délit, voire un crime. Il faut que la sanction soit rapide pour qu'elle soit exemplaire. Sinon, le jeune s'enfonce dans la délinquance. Et moi, j'ai vécu en tant que policier des situations dramatiques où le jeune était interpellé 60, 80 fois pour des faits de délinquance et payait l'addition d'un seul coup lorsqu'il atteignait ses 18 ans. Donc, effectivement, il faut adapter notre système judiciaire à cette sanction rapide des jeunes pour qu'ils ne s'engagent pas profondément dans les chemins de la délinquance. Et puis il y a bien sûr le problème du respect des maîtres. On le voit bien aujourd'hui, les enseignants ont peur. C'est quand même triste de constater que c'est le maître qui a peur, et donc il va falloir entamer véritablement une campagne, mais une campagne, je dirais, transversale. C'est pas les enseignants seuls qui vont régler le problème. Il faut mettre en place des procédures adaptées que j'ai vécues à une certaine époque d'ailleurs, où il y avait pour chaque école un policier référent, et ça donnait d'excellents résultats. L'éducation nationale et la police apprenaient à travailler ensemble, et ça donnait, croyez-le bien, des résultats tout à fait satisfaisants. Daniel Dugléry, vous avez plaidé pour la création d'une commission parlementaire permanente de la sécurité intérieure. Pouvez-vous expliquer comment cela pourrait améliorer la sécurité en France? Cette proposition, elle me semble absolument essentielle. Je n'invente rien.
une telle commission existe depuis 1959. C'est le général de Gaulle qui l'avait créée pour ce qui concerne donc la défense nationale. Il avait observé que sur les 2 premières guerres, il y avait une véritable cacophonie au sein de la classe politique, et il avait décidé une bonne fois pour toutes d'essayer de créer l'unité nationale sur des sujets aussi importants que la défense, en créant une commission permanente qui, je dirais, entre guillemets, formerait un certain nombre de parlementaires à ce sujet très, très délicat qu'est la défense nationale. Depuis, vous pouvez constater que nous n'avons plus de difficultés. Bien sûr, il y a des échanges parfois vifs, mais il n'y a pas de difficultés sur les options à prendre pour la défense nationale. Eh bien, aujourd'hui, je constate que la défense nationale a trouvé, par rapport au PIB, les moyens de se redonner, les moyens d'intervenir pour une guerre qui, je l'espère, nos militaires ne feront jamais. Eh bien, j'aimerais que grâce à une commission parlementaire permanente de la sécurité intérieure, nous arrivions à créer l'unité nationale pour prendre des mesures qui seraient capables de faire l'unité de notre société. Et là, il y a un travail immense à réaliser, parce que il faut travailler sur la législation. La législation, on le voit bien aujourd'hui, est complètement inadaptée. Je vous donne un exemple. Il faut 9 procès-verbaux au policier qui entend le délinquant ou le criminel avant de commencer à l'interviewer sur les faits qui lui sont reprochés. Et puis, je pourrais multiplier les exemples qui font que notre système judiciaire est, d'une certaine manière, paralysé. Il faut donc impérativement qu'il y ait une commission qui, en dehors des effets de manche que l'on peut avoir dans la presse nationale, parce que il faut bien se combattre, eh bien, qu'il y ait au niveau de cette commission une réflexion profonde sur les grands sujets de société, et notamment donc les réformes de la justice, de notre code pénal, de notre code procédure pénale, pour faire en sorte justement que la police et la gendarmerie et la justice soient efficaces. Dans votre livre intitulé Halte à l'insécurité, vous avez abordé la question de l'insécurité en France. Quelles sont les principales causes de cette insécurité selon vous? Je souhaiterais que l'on se penche vraiment sur les moyens qui sont aujourd'hui accordés aux forces de l'ordre, à la justice, à la pénitentiaire, pour justement traiter convenablement nos problèmes de société. Je ne vais pas vous accabler de chiffres, je vais simplement vous dire que 2 chiffres. Dans les années 60, on constatait en France, et dûment enregistré, 540 000 crimes et délits annuels, traités par 75 000 policiers qui travaillaient 46h30 par semaine. Aujourd'hui, nous sommes à 4 millions de crimes et délits constatés par 140 000 policiers, mais qui travaillent 35 heures. Ce qui fait, si vous voulez, que la délinquance a augmenté sur cette période de 800%, alors que la capacité opérationnelle des forces de police seulement de 30%. Donc vous voyez immédiatement qu'il y a une distorsion absolument incontestable, et il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, les villes moyennes et même en zone rurale, les gendarmes et les policiers soient souvent dépassés par les événements. Ce n'est plus le voyou qui est chassé. Hélas, c'est le policier qui fait face à l'agression des voyous. Ça n'est plus supportable. Il faut remettre à niveau nos forces de l'ordre, notre justice et la pénitentiaire. Et justement, quels sont les facteurs qui ont contribué à cette augmentation? Je crois que on parle des dividendes de la paix pour ce qui concerne la défense nationale. Eh bien, on s'est endormi, tout simplement. On n'a pas voulu regarder les choses en face. Et là, je pense qu'il y a une faute grave de la part des gouvernements successifs. Je désigne pas plutôt celui-ci ou celui-là, mais il y a une faute grave des gouvernements, c'est de ne pas avoir voulu regarder les évolutions de notre société. Il y a une chose
qui n'a pas été considéré convenablement, c'est les évolutions démographiques. Dans les années 60, 80% de la population vivait en zone rurale. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. C'est 80% de la population qui vit en zone urbaine. Ça ne va pas sans certaines difficultés, cette mutation très rapide de notre société. Il faut donc renforcer, mais de manière tout à fait significative, les effectifs de police et de gendarmerie. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment, parce que là aussi, de temps en temps, on a affecté des effectifs de manière sporadique, en fonction, je dirais, des difficultés de telle ou telle ville, et on l'a bien vu récemment, lorsqu'on affecte massivement des policiers à Marseille, policiers ou gendarmes mobiles, on fait un effet de manche en disant les renforts sont là, on fait une opération place nette. J'ai un collègue qui appelait ça une opération piche nette, parce que c'est grave. Ça montre d'ailleurs les carences de notre dispositif, car lorsque ces effectifs se retirent, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a plus rien. C'est la mer qui se retire. Et ça met en exergue d'ailleurs les manques du service public, puisque les gens des quartiers constatent que d'un seul coup il y a du monde, mais que ça dure 15 jours et qu'ensuite on les rend à leur triste sort, c'est-à-dire que ce sont les voyous qui font la loi. Il faut donc, et là je pense qu'une commission permanente pourrait régler ce problème-là de la bonne affectation en fonction des réalités locales dans les circonscriptions de police et de gendarmerie des effectifs ad hoc. C'est un véritable problème. Il y a eu plusieurs missions parlementaires qui se sont penchées sur le sujet. Toutes ont dit les affectations dans notre pays sont faites de manière un petit peu désinvolte. Il faut revoir tout ça. On ne peut pas accepter que deux villes comparables aient des effectifs qui vont du simple au double du point de vue de la police nationale. C'est la même chose pour la justice. Nous avons un véritable problème de justice, car quand on regarde de manière, je dirais, très éclairée les effectifs de la justice dans notre pays, on s'aperçoit qu'il y a 10 magistrats pour 100 000 habitants en France, alors que dans toute la moyenne européenne, le plus bas, la moyenne au niveau européen, c'est 20. C'est-à-dire qu'on est les derniers de la classe, et que dans tous les pays d'Europe, il y a au moins 20 magistrats pour 100 000 habitants, et nous sommes à 10. Donc on comprend les dysfonctionnements du système judiciaire. Et on ne peut pas reprocher aux magistrats d'être laxistes, comme je l'entends trop souvent. Non. Les magistrats sont aujourd'hui amenés à mener la politique pénale en fonction du nombre de places disponibles dans les prisons. C'est absolument insensé. Et nos prisons aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu, sont pleines. On est à 73 000. Il manque au moins 40 000 places de prison. Il faut donc revoir, pour revenir à votre première question, bien évidemment, l'ordonnance de 45 pour les mineurs. Je pense que l'excuse de minorité, on doit la reconsidérer à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, il faut donner aux magistrats d'autres possibilités que celle aujourd'hui, de remettre immédiatement sous contrôle judiciaire celui qui a commis, souvent d'ailleurs, des actes graves. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de place dans les prisons. Il faut prendre les choses, je dirais, à la racine. Il faut qu'une commission parlementaire travaille sur le sujet, fasse des propositions et que notre Parlement ne soit pas, comme c'est le cas depuis plusieurs décennies, mis devant le fait accompli par le gouvernement. Le Parlement a un rôle à jouer en démocratie, et il faut donc qu'il puisse aujourd'hui intervenir sous forme de proposition de loi, puisque aujourd'hui on n'a que des projets de loi. Eh bien, il faudrait qu'il y ait des propositions de loi, un travail en commission préalable avant que le débat vienne à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Vous avez parlé de place nette XXL. Justement, quelles sont les alternatives que vous proposez pour lutter contre ces problèmes? Et là, je m'adresse cette fois-ci aux policiers de terrain. Oui, et vous avez bien raison, parce que il faut repenser complètement notre système. Je reviendrai pas sur place nette ou chic net, je reviendrai pas sur XXL. Simplement, je veux dire
quelque chose qui a été perdu de vue depuis plusieurs décennies. La sécurité publique, et je connais bien le sujet, la sécurité publique repose sur un triptyque: prévention, dissuasion, répression. Aujourd'hui, nos pauvres policiers ne font plus que de la répression. Et donc, naturellement, les relations avec le public sont dégradées, et notamment avec le public jeune. Il faut donc tout revoir et redonner à la sécurité publique sa capacité de faire de la prévention. C'est quoi la prévention? C'est connaître son quartier pour le policier, c'est connaître les commerçants, c'est connaître les familles à problème. Et comme ça, on traite très en amont les difficultés qui peuvent survenir. Il faut donc renforcer les effectifs de police pour qu'il y ait des actions dirigées dans les quartiers en fonction des populations. Les jeunes, par exemple. Moi, ce que j'ai vécu en tant que maire cette fois, c'est... de Montluçon, c'est la création de ce qu'on appelle un centre loisirs jeunesse. Et ce centre loisirs jeunesse, dirigé par un policier, j'y ai attaché la plus grande importance, mais avec un certain nombre de partenariats, notamment avec les services de la ville, qui permettent de renouer une vraie, relation avec le jeune public. Je vous garantis que ça marche, contrairement à ce que certains ont pu dire. Le policier n'est pas là pour jouer au foot avec les jeunes des quartiers. Peut-être pas jouer au foot, mais en tout cas, créer une relation nouvelle qui peut très rapidement devenir une relation de confiance et stabiliser la vie d'un quartier. J'y crois parce que je l'ai mis en œuvre et ça marche. Daniel Ducléry, vous avez été directeur central de la sécurité publique au ministère de l'Intérieur jusqu'en 1997. Comment cette expérience a-t-elle influencé votre point de vue sur la sécurité en France? Eh bien justement, j'ai constaté, durant la période où j'ai été donc directeur de la sécurité publique, j'ai constaté qu'il y avait une fracture qui s'était progressivement installée entre la population et sa police. Alors beaucoup parlent de police de proximité, mais ils ne mesurent pas ce qu'il faut pour faire une bonne police de proximité. Et il faut absolument aujourd'hui rendre à la police nationale et à la gendarmerie les moyens de faire de la proximité. Autrefois, le gendarme, dans sa zone rurale, il connaissait tout le monde, il connaissait les élus, il s'entretenait à des difficultés locales avec eux. En ville, dans les circonscriptions de sécurité publique, il n'y avait pas un seul commissariat, il y avait des commissariats de quartier où, justement, les policiers connaissaient complètement la vie de leur quartier. Et par perte de moyens, toujours, je reviens à cette perte d'effectifs, on a vécu ce que j'appelle la citadelle assiégée. C'est-à-dire qu'on a quitté les quartiers et on a rassemblé ce qui restait de policiers, d'effectifs, dans un commissariat central. Et les policiers n'interviennent plus qu'à partir de ce commissariat central. Mais ils ne connaissent plus la population des quartiers. Ce qui fait qu'on a une véritable fracture et qui est très préjudiciable à l'équilibre de notre société. Parce que l'autorité, c'est, je dirais, un des facteurs déterminants pour qu'une société vive et s'épanouisse convenablement. Et aujourd'hui, nous n'avons plus ce facteur de relations humaines entre ceux qui représentent l'ordre, l'autorité et la population, et singulièrement les jeunes. Daniel Ducléry, si le président Emmanuel Macron vous proposait de devenir le nouveau ministre de l'Intérieur, quelle serait votre réaction? Ma réaction serait simple, j'ai mon âge et je veux profiter de ce qu'il me reste à vivre, et par contre dire ce qui ne va pas, c'est mon devoir. C'est votre devoir. Ça tombe bien justement, si vous aviez un message à adresser au président de la République, quel serait ce message? Qu'on mette fin à cette politique de l'autruche qui consiste à ne pas voir les réalités en face. On est, depuis des années, on est dans le déni, et il faut très rapidement, mais vraiment c'est urgent, que quelqu'un, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, que sais-je encore, un conseiller au culte du président, lui dise exactement ce qui ne va pas et pourquoi ça va pas. Parce que le constat, il est à peu près fait. J'ai écouté le président de la République dire que s'il y avait eu des incidents il y a quelque temps, c'est parce que les jeunes s'ennuyaient. Le constat, il est bon. Il est bon, quoiqu'il n'est pas suffisant, mais il est relativement bon, mais on n'a pas apporté de réponse. Moi, je vous dis,
quand j'ai constaté que certains quartiers étaient en voie de délabrement dans ma ville, j'ai mis en place un dispositif. J'ai mis en place également un autre dispositif pour les jeunes qui perturbent les classes, notamment dans les collèges, et qui sont des futurs délinquants, parce qu'ils échappent à l'autorité parentale. Souvent, d'ailleurs, il n'y en a pas d'autorité parentale. Ils échappent à l'autorité de leur maître quand ils ne contestent pas violemment l'autorité du maître. Eh bien, avec un recteur, il y a quelques années, nous avons mis en place un dispositif qui permettait d'écarter du collège les enfants qui créent problème, et pour leurs petits camarades, et pour eux-mêmes, parce qu'ils étaient en voie d'échec scolaire. On les a mis dans un établissement fermé, avec un internat, le temps nécessaire pour qu'ils reprennent d'autres repères et se remettent dans le moule de l'éducation nationale. Et d'ailleurs, on se rendait compte que c'était pas des périodes très longues qui étaient nécessaires, c'était simplement un rappel à l'autorité qui faisait défaut dans leur famille et dans leur environnement, et que 2 mois, 3 mois plus tard, on pouvait les remettre dans le circuit scolaire et ils repartaient du bon pied. Donc il y a des mesures à promouvoir pour faire en sorte que ces jeunes ne soient pas désespérément en dehors du système scolaire. Pour terminer cet échange, Daniel Duglieri, pourriez-vous partager un message avec nos auditeurs? Que souhaitez-vous exprimer à leur égard? Je pense qu'il faut qu'on ait un regard extrêmement objectif sur notre société. Tous, à notre niveau, nous avons des efforts à faire. Le retour à l'autorité est quelque chose d'absolument essentiel. Les jeunes sont en perte de repères, mais il n'y a pas que les jeunes aujourd'hui. Je dirais d'une manière générale, il faut rappeler à nos concitoyens qu'ils ont des droits, mais qu'ils ont également des devoirs. C'est, je dirais, une des règles de base de la démocratie. Merci beaucoup, Daniel Duglieri. Portez-vous bien et soyez intensément heureux. Merci beaucoup. Vous avez écouté la série de Laurent Argelier. Portez-vous bien et soyez intensément heureux.